S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello légende, bienvenue pour notre 73e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, on a un fan, un passionné, un vrai comme on les aime, un pur. On a Bob Sinclair au micro et quel kiff. Il nous a ouvert les portes de son studio parisien le temps de cet épisode. Si vous l'écoutez en audio, passez une tête sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast. Vous verrez Bob en tenue d'André Agassi de l'époque avec la perruque, ça vaut plus que le détour. Notre invité nous livre un florilège d'anecdotes avec Jean-Paul Belmondo à Cannes, Roger pour ses 30 ans, Rafa sur le central de Roland, mon fils en double, Mike Tyson avec le team Mouratoglou à Maurice, bref, la vie de cet homme est une immense aventure qui dure depuis plus de 30 ans. Bob nous montre en plus quelques tenues et raquettes de légende qu'il collectionne et nous régale tout simplement pour un voyage au cœur de sa carrière qu'il mène en suivant le circuit de très près. Récupère le conseil numéro 1 de notre DJ préféré qui excelle dans son art et côtoie le gratin du tennis mondial. Il nous confie ce qui, selon lui, unit ces personnes hors du commun qu'il a la chance de connaître et ce qui leur permet de faire la différence pour arriver à ce niveau de performance. C'est le premier lien en description. Pour nous aider, rien de plus simple, pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, un like si t'es sur YouTube et un commentaire sympa sur toutes ces plateformes. Ça me motive comme jamais à tout donner chaque semaine. Avant de laisser place à l'épisode, tu as accès à notre 9e masterclass avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, déjà passé sur le podcast, l'épisode numéro 37. Jean-Philippe, qui a coaché 13 top 100 sur le circuit et publié le livre Penser comme un champion, nous donne toutes les clés pour établir des routines gagnantes en match, avant chaque point et pendant les échanges. C'est un nouveau cours d'1h20 en 10 parties ultra complètes pour gagner en relâchement, en précision et trouver le chemin de la victoire, peu importe ton niveau de confiance du moment. Je me suis régalé à tourner et monter cette masterclass qui m'a considérablement apprise et je suis très heureux de vous la proposer. Elle est en lien dans la description de l'épisode. Vous avez une bande-annonce de 4 minutes 40 qui annonce la couleur dans la description. C'est parti pour notre 73e épisode avec Bob Sinclair. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Les baskets, on a tout, on est là, on est fan. Montre-nous les baskets pour voir. Attends, je te montre les baskets. Challenger Tech, original. Énorme. C'est bon. Le short. Alors, me sors pas. Alors, les mecs, ils vont me dire, oui, le short, il est ressorti, machin. Ils ont ressorti que le jaune. Ils ont ressorti que le jaune et c'est pas du jean. C'est une espèce de matière bizarre. Voilà. Ils ont essayé de faire, genre, on est jeunes, on fait style bien, mais non, ils ont fait ça pourri. D'accord. Bon, trop bien. J'adore. J'ai Putain, ultra le polo stylé. qui va avec. Tout. Génial. C'est la tenue que j'ai utilisée pour le clip Hello. Ah, énorme. Très bien. Et le bandeau, c'est à Roland Garros. Et le bandeau appartenait à qui à l'époque? Ah non, ça c'est alors ça ils appartenaient pas à André. Ouais, J'aimerais ouais. bien, mais c'est pas les originaux de l'époque que D'accord. j'ai acheté sur internet. Le bandeau, c'est Nike aussi? Le bandeau, c'est ce qui va avec. C'est la tenue entière. Très bon ça. Quelle année, quel tournoi? Je pense que c'est alors je sais pas, il pourrait pointer, mais je pense que ça doit être 91. Ouais. 91. Alors Roland, c'était là, mais il venait avec une tenue différente tous les jours. Donc Ouais. je pense que c'était tout la même tenue. En tout cas, c'est 91 que ça a été lancé. Très bon. Mais on parle de toutes les tenues parce que je t'ai apporté des trucs de fou là. Ah ouais? Ah non, mais parce que là, tu as affaire à un collectionneur, un passionné. Je commence l'histoire ou pas? En fait, j'ai une petite tradition, c'est une intro. Je commence par une intro Vas-y. sur toi pour préciser un peu qui t'es et contextualiser. Et après, on enquille avec les questions. Il y a évidemment un volet sur les tenues et on Vas-y, tranquille. On envoie les tenues à ce moment-là? Ça te va? Ouais. Ouais. Alors, nickel, je me mets sur ta presse. Alors, Bob, enfin Christophe Lefriand, dit Bob Sinclair. Arrête, Bob Sinclair, c'est plus chic. T'es né le 10 mai 69 à Bois-Colombes, en région parisienne. T'es Je suis DJ. né à Paris 11e. Sur Wikipédia, ils sont trompés. Je suis né à Paris, à la limite du Marais et à Clinique des Bleuets, c'est avenue de la République. Très bien, merci de la précision. T'es donc DJ, compositeur et réalisateur depuis 87, amoureux de tennis et de son circuit, depuis toujours apparemment, tu pourras nous en parler tout à l'heure.
Et pourtant, cette love story aurait été logique avec le foot, puisqu'à 9 ans, tu as été sélectionné avec ton équipe Poussin par la mairie de Paris pour accompagner l'équipe de France à l'occasion de la Coupe du Monde en Argentine. Assez incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce dont tu te souviens de cet événement? Ah oui, non, mais ça, c'est dingue. Je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, notre entraîneur de foot a soumis l'idée à la mairie de faire une espèce de tombola pour remercier, en tout cas pour fabriquer une mascotte de l'équipe de France. Et donc, c'est tombé sur nous, l'école Saint-Méry, dans le Marais. Et on est parti à 8 ou 9 poussins, rejoindre l'équipe de France à Buenos Aires, parce que c'était donc en 98 la Coupe du Monde en Argentine. Et on a passé, évidemment, ils se sont fait éliminer au premier tour, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, maintenant on est champion du monde, mais ils se sont fait éliminer au premier tour, mais j'ai quand même assisté à tous les matchs, dont il y a eu France-Argentine à Buenos Aires, et puis il y a eu aussi, je ne sais plus, mais là l'épisode où ils ont oublié les maillots. Michel Hidalgo avait oublié les maillots de l'équipe de France à Buenos Aires, et donc c'était, je ne sais plus exactement où ça se passait, mais en tout cas l'équipe de France a joué avec les maillots de l'équipe locale qui était rayé vert et blanc, incroyable. Ils ont joué contre, je me souviens plus de l'adversaire, mais bon, j'ai été en tout cas sur tous les matchs et on a participé à l'entraînement. Alors c'était Gérard Janvion, Marius Trésor, Jean-Paul Bertrand-Doman, Michel Platini, Olivier Rouillet et puis toute l'équipe de l'époque, quoi. Énorme. Tu jouais quel poste toi quand tu jouais au foot? Moi, je jouais ailier droit, mais en fait j'aurais dû jouer arrière droit. Maintenant, comme je suis un peu moins physique, j'ai joué à ailier droit il n'y a pas si longtemps que ça, parce que maintenant je fais des œuvres de charité, on m'appelle pour jouer au football, en Italie surtout. Et je me mets à arrière droit et écoute, pas mal. Je suis une bonne patte. Le petit roquet un peu vif, tu vois. C'est bon ça. J'ai ensuite lu que tu as été géo-tennis au Club Med. Non, ça c'est complètement faux. Non, mais il y a des trucs bizarres sur Wikipédia. En fait, j'ai été éducateur. Quel est l'imposteur qui a mis ça? Je ne sais pas. Mais j'ai donné un petit coup de main à mon prof de tennis au Carreau du Temple dans le 3e arrondissement. Ils avaient créé une section mini-tennis pour les enfants entre 4 ans et 6 ans. Et comme j'adore les enfants, écoute, c'était juste leur pousser la balle. Donc, j'adorais ça. Donc, moi, entre 10 à 18 ans, je me suis occupé de ça après les cours. Voilà, éducateur, on va dire, en tout cas, pour la ville de Paris. Avant de basculer totalement sur le tennis, on va essayer de mieux comprendre ta carrière. En 98, alors que ton blast de l'époque, c'est Chris de French Kiss, tu reprends le nom incarné par Bébel, Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, Bob Saint-Clar. Comment ça t'est venu précisément? Est-ce que tu peux nous raconter? Dans le film Le Magnifique, qui s'appelle Bob Saint-Clar. Donc c'est Philippe de Broca en 73 qui a fait ce film. Et j'adorais. J'ai vraiment un fan de Jean-Paul Belmondo et puis j'adorais ce film en particulier. Et je cherchais un personnage avec un nom disco. Un mélange de Céron, tu vois, James Bond, avec un mec avec des moustaches. C'était un concept à la base, Bob Sinclair. C'était un premier album. Donc, j'ai trouvé Bob Sinclair, je l'ai attaché, moi, S-I-N-C-L-A-R. Et puis, ça a marché. Les Anglais, ils ont adoré le nom parce que c'est un nom assez usuel en Angleterre, aux États-Unis, le Sinclair. Il s'appelle Sinclair, donc avec un I. Donc, écoute, ça a été rigolo. J'ai fait le premier album qui a cartonné. Et ensuite, j'ai enchaîné. Énorme. T'es pote d'ailleurs avec Belmondo, hein? Alors, j'étais pas à l'époque. C'est quand, je pense qu'il y a maintenant 6 ou 7 ans, je jouais j'allais jouer le soir au Baoli à Cannes. Et tu sais, l'été, il y a toujours des avions avec marqué ce soir Bob Sinclair au Baoli. Et Belmondo, qui va toujours à Cannes, était sur la plage du Martinez. Et il a fait appeler son assistant. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, bonjour, je suis l'assistant de Jean-Paul Belmondo. Je dis, ouais, bien sûr, on s'attend toujours à un canular dans ces cas-là. Et il m'a dit, si, il vous invite demain midi, à déjeuner au Martinez, à la plage du Martinez, à Cannes. Donc, j'ai dit, bon, allez, hop. Donc, évidemment, j'en ai pas dormi de la nuit. J'ai pris l'avion direct jusqu'à Cannes. Je suis arrivé à midi sur la plage du Martinez. Il était là. C'était dingue, quoi. C'était dingue. Il était là avec des amis. Et puis, Charles Gérard, qui est mort, il y a pas si longtemps que ça, un de ses amis proches. Et puis, on a discuté de tout. Et c'est comme si je le connaissais depuis toujours, parce que Jean-Paul Belmondo, c'était un peu notre papa, enfin, les gens de ma génération, où c'était le film du dimanche soir, c'était le super-héros nature, voilà, naturel, voilà, l'homme de tous les jours, mais qu'on avait envie de regarder. Voilà, c'était le cinéma d'aventure qu'on aimait regarder.
Énorme. Juste, Bob, j'ai commencé, mais je t'ai même pas dit enchanté, quoi que ce soit. Moi, c'est Max. Enfin, j'étais un peu impressionné, donc j'ai embrayé direct. Mais tu peux être impressionné. Regarde, il y a la perruque André Agassi et la tenue complète. Donc voilà, c'est normal. Je mets la barre trop haut pour toi. Salopard. Bon, en tout cas, j'espère que le déj avec Matt s'est bien passé. Et puis vraiment, merci d'accepter, c'est hyper cool. Alors, tu me dis si je me trompe, mais ta carrière prend un virage avec la rencontre de Thomas Bangalter, membre du regretté groupe Daft Punk, dans un avion pour Miami. Tu arrives à le convaincre d'un projet, c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail? Bah, la carrière n'a pas encore commencé. Ok. La carrière, c'est mon premier album, c'est en 98 Paradise. J'ai quasiment fini l'album et je rencontre Thomas Bangalter des Daft Punk. Ouais. Et je lui dis dans l'avion, c'est pas dans l'avion, c'est à Miami. On arrive à Miami, on se rencontre dans l'avion et lui nous fait écouter Stardust, Music Sounds Better With You sur vinyle à l'époque, en 98. Et j'ai dit, c'est incroyable, je veux absolument faire un remix de ce titre. Okay. Donc j'avais déjà fait trois maxi sur Yellow. Et il m'a dit, ouais, pas de problème, et puis je te ferai un remix pour toi en échange. Bon. Donc on rentre, la promo, son titre cartonne, etc. On rentre à Paris et je lui donne des éléments d'un titre que j'étais en train de bosser et je lui dis, essaie de faire un remix avec ça. Et il m'appelle 3 jours après, hyper rapidement, il me dit, écoute, je suis sur un truc, j'ai pas utilisé tes éléments, mais je t'ai fait un espèce d'inédit avec un sample de Jane Fonda qui fait de la gym et tout, ça peut être drôle à mettre dans ton album. J'ai dit, bon, allez, ok, j'arrive, et il m'a montré comment il avait fait ce titre. Il était en train de le dire, est-ce que ça t'a vu? Je le finis. Et il a fini un titre quasiment inédit. Il avait utilisé juste une petite partie d'un truc que je lui avais donné. Et il m'a dit, ouais, prends là, c'est comme un remix. Allez, on fait un échange. Je te fais un remix, tu me fais un remix. J'ai fait un remix de Stardust. Et il m'a fait cette espèce d'inédit qui s'appelle, donc j'ai appelé Gym Tonic pour l'album Paradise. C'est vrai que c'est ça qui a lancé l'album. Hein, on peut pas dire le contraire. Yes. Et ensuite, My Only Love, deuxième album, troisième album. Et puis surtout, ce qui a vraiment fait exploser mondialement le nom de Bob Sinclar, c'était Love Generation. Eh bien, j'y viens. T'exploses complet donc en 2005 avec ce titre, hymne de la Starac, puis avec World Hold On et Rock This Party avec Big Ali. Et je peux te dire que j'ai personnellement poncé le dance floor sur tes titres pour me remettre du baume au cœur après quelques salles défaites 7-6 au troisième au bout de la nuit. Quelques faits marquants à mixer en 2007 sur la place de la Concorde à l'appel de Nicolas Sarkozy pour fêter l'élection du nouveau président. En 2009, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, tu organises un concert sur le stade Émile-Antoine à Paris pour former une inscription géante Peace, qui est photographiée depuis l'espace par l'Agence spatiale européenne et retransmise en direct sur les écrans du concert. Ouais, c'était une rencontre de fans, tout ça. C'est en fait des choses assez diverses. Yes. Depuis, c'est sûr que le DJ, alors on le voit plus tellement depuis 1 an parce qu'on ne parle pas des DJ ni des clubs, parce qu'on est vraiment, on va être les derniers à rouvrir. Enfin, on prend pas du tout en compte vraiment la souffrance de ces artistes-là. C'est assez drôle parce que j'avais l'impression d'avoir œuvré et milité pour que tous ces artistes, que les DJ deviennent des artistes, ce qu'ils sont devenus. Les DJ sont les artistes français qui exportent le plus à l'étranger, donc il y a vraiment une rayonnance internationale. Et non, apparemment, je pense que tout le monde s'en fout. C'est après c'est une autre discussion, mais c'est les artistes en général qui n'ont pas repris les lives, mais on ne parle pas de nous, en tout cas. Nous ne parlons pas. C'est sympa de s'afficher avec le DJ et de faire appel à lui parce que ça crée une image assez cool auprès des jeunes. Ouais. Mais quand il faut parler d'eux, dans ces moments-là, non, ça n'existe pas. Donc, je ne sais pas. Moi, ça fait 1 an que j'ai quasiment pas bossé. C'est pas grave. Je fais de la musique, je fais plein d'autres choses. J'essaie de me renouveler constamment. Ouais. Je suis pas dans la pleurniche, mais c'est drôle. Voilà, juste pas trop de considération. On pourra peut-être en parler un peu après. En 2010, tu mixes et joues sur le central de Roland-Garros avec Djokovic, mon fils et ton pote DJ Martin Solveig. Ouais. En 2011, tu as fait danser la grand-mère de Roger en mixant pour les 30 ans du Suisse. Il va falloir que tu nous racontes tout ça, Bob. Ça, c'est mythique. Tu dis avoir dépensé des fortunes sur eBay pour compléter ta collection de tenues de légende, comme celle de Lecomte, Borg ou Agassi, qu'on a juste devant nous, qu'on a la chance d'avoir. Exact. Aujourd'hui, Federer lui-même te donne ses vraies tenues, comme le maillot de sa finale gagnée en Roland en 2009. Exact. Yes, tu es licencié au Tennis Club de Paris où tu as rencontré tes potes, les Mahut, Bennett et Paul-Henri Mathieu.
T'es papa de 2 enfants, Raph, ton fils, qui cartonne pas mal avec sa marque de fringues, et Paloma, ta fille encore au lycée aujourd'hui. Tu organises tes tournées en fonction du circuit, tu fais des prépas hivernales avec ton pote Patrick Moratoglou, tu joues avec Noah à Saint-Barth, t'es partout, Bob. Dis-nous, comment tu fais? Alors, monsieur l'avocat général, je suis innocent. T'as fait mon truc, Manu. Je suis innocent de tout. Écoute, je suis, pour tout avouer, j'ai toujours rêvé d'être un athlète de haut niveau. Okay. J'aurais rêvé d'être footballeur, comme tous les petits garçons. Tu rêves d'être footballeur, ensuite il y a le tennis. Alors beaucoup de footballeurs ensuite viennent au tennis quand tu es jeune. Et puis bon, la victoire de Yannick en 83, il y a eu un élan extraordinaire autour du tennis. Et voilà, et bon, j'étais un peu touche à tout, bon à rien. Je faisais du ski. Bon voilà, j'avais pas le truc en plus. Ouais. Et puis surtout, je suis né dans le Marais, donc dans le centre de Paris, donc pour faire du sport, c'est compliqué. Et donc pourquoi avoir choisi le tennis finalement? D'où s'explique le cette tennis, c'est passion un sport ultra convivial que tu peux pratiquer assez facilement partout dans le monde. Pour jouer au foot, il faut être au moins une dizaine. Tu vois, je le fais, mais c'est plus. Mais ton cœur penche plus pour le tennis, le foot, le ski. Pourquoi finalement? Bah le tennis parce que moi j'aime les joueurs, j'aime le talent, j'aime les tenues, tout ça fait partie à des périodes, tu vois, je suis toujours un petit peu nostalgique de ce qui se passait avant, même si j'essaye toujours de recycler les choses. Et puis plein de choses. Je sais pas pourquoi, tu sais, parfois c'est une alchimie que j'adore ce sport. J'ai arrêté pendant une quinzaine d'années, entre 25 et 40, parce que je travaillais comme un fou. J'étais vraiment 15 heures par jour au studio. J'avais plus le temps. Mais quand tu fais quelque chose, tu vois, pour réussir, il faut, comme le tennis d'ailleurs, hein, tu sais, c'est une succession de petits détails. Hein. Donc, tu travailles sur ton jeu de jambes, et il faut sans arrêt répéter les mêmes gestes. La musique, c'est pareil. Moi, je suis pas musicien de formation, mais je viens du sample, tu vois, de la culture hip-hop. Donc, j'ai une culture de musique assez large et je prends des extraits de musique à droite à gauche. Donc, il faut que j'ai une bibliothèque musicale très, très puissante, très, très forte dans ma tête pour pouvoir recycler des choses, assembler des sons. Donc, je ne pouvais pas faire autre chose. On peut le voir derrière toi, tu as 35 000 vinyles chez toi, c'est ça? Non, ils sont pas tous ici. Ici, il y en a 15 000, mais oui, j'ai un stock énorme dans un garage. Bon, c'est assez fou, quoi. Je collectionne, mais aussi j'ai tout un stock de Yellow, de mon label, tout ça. Donc, je garde tout. Moi, je jette rien, tu vois, même les vieilleries. Et tu as fait des tournois un peu, tu sais combien tu joues à peu près au classement français? Alors, j'ai fait un tournoi au TCP il y a maintenant plus d'une dizaine d'années où j'avais perdu à 15-4. Et puis, mais ce qu'il y a, c'est que je commence à non classer à chaque fois. Donc là, j'ai refait un tournoi au mois de septembre l'année dernière. Je m'étais bien entraîné chez Patrick. Je pars de non classé et je perds à 15-3. Combien? Donc, ça fait 7 tours. Ouais. Alors, évidemment, au 7e tour, physiquement, j'explose complètement. Je me tape le golf elbow, le tennis elbow, l'enfer. Donc, ça fait 6 mois que je suis sous infiltration de machin. Je reprends à peine depuis une semaine où j'ai joué 3 fois. Je fais des petites reprises de 20 minutes comme ça avec un super kiné ostéo qui s'appelle Florian Palaguati, qui est extraordinaire. On a fait un épisode ensemble. Voilà, le monstre sacré. Ouais. Et puis voilà, mais j'adore ça. Mais tu vois, le tennis, c'est tellement exigeant. Et puis surtout, on t'apprend pas que pour servir, il faut muscler l'épaule, il faut ceci, il faut cela. Voilà. Quand tu es un amateur, tu n'as pas les tips pour justement ne pas être blessé. Flo, qui a fait partie du staff des Sœurs Williams à un moment donné. Pourtant, tu t'entraînes pas mal. Tu as la caisse. Tu fais quoi comme physiquement pour pour être aussi affûté déjà à ton âge? Alors, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai jamais bu, jamais fumé, jamais pris de drogue, rien. Je mange super bien et je dis, et les scientifiques disent aussi, on est ce qu'on mange et nous sommes, je veux dire, la nourriture représente à peu près, je pense, moi, 70% de ce que tu es, tu vois. Après, il y a de l'entraînement, il y a des choses. Je fais un petit peu de sport, pas trop, surtout du gainage, poids de corps, un tout petit peu de fitness, mais pas de poids, pas de développement pec, des choses comme ça. Et puis un petit peu de tennis. Franchement, je cours très très peu, je déteste ça, mais je peux rester 1h30 sur le cours vraiment comme un fou. Mais pas beaucoup de choses, mais surtout bien-être, bien manger. Pompe, abdos, gainage, quoi. Pas de pompe, parce que la pompe, les pompes, ça te met tes épaules en avant. Ouais. Et ce qu'il faut surtout pas faire pour le service, parce que il faut que l'épaule soit derrière pour qu'elle soit bien
bien centré dans le deltoïde, etc. Bon, je te dis que je suis devenu vraiment un top niveau. T'as des pecs. Ils viennent d'où ces pecs? Il y a des petits pecs. Non, ils sont mous là. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport, ils sont tout mous. Non, mais les photos, c'est toujours le meilleur angle, le meilleur machin, hein, t'inquiète. Mais ça va, je suis mince. Je veux dire, pour 50 piges, je pense que je veux dire, Florian, il dit bon, là, Yes. t'es au top. Quel est le cours le plus ouf, le plus beau, le plus improbable sur lequel tu es joué dans le monde? Bah, j'ai joué sur le central devant 18 000 personnes. Parce que du coup, il faut que tu nous racontes. Alors déjà, juste avant, tu disais, je bois pas, je fume pas. Dans le sport, on parle de dopage. Dans le monde de la nuit, évidemment, il y a de l'alcool, il y a de la drogue un peu partout. Comment tu fais, toi, déjà, d'un point de vue hygiène de vie, comment tu fais pour pas toucher à tout ça? Bah, je sais pas moi, quoi. J'aime pas ça. Je suis pas du tout dans l'autodestruction. J'ai pas besoin de ça pour m'amuser. Moi, c'est la musique, ma drogue. Que la première fois que je suis rentré dans un club à 18 ans, j'ai vu ce DJ qui communiquait son énergie à travers sa musique. C'est le gros sound system, les gens qui dansaient, qui renvoyaient cette énergie au DJ avec de la joie, tout ça. Moi, c'est ça qui m'a excité. Je veux dire, moi, tous les DJ. C'était qui? Comment? C'était qui ce DJ? Il y avait Boris à l'époque au Palace. Il y avait j'ai oublié les noms, mais il y avait des très bons DJ. Il y avait Sydney aussi, qui était au bain-douche. Sydney, qui était à la télévision, qui faisait son émission à HIP, HOP, donc qui était fan de Prince. Enfin, c'était des DJ que j'allais voir à la fin des années 80 dans les clubs à Paris. Mais donc là, tu vois le mec en boîte de nuit et tu te dis, c'est ça qu'il me faut, c'est mon truc. Ouais, mais surtout pour revenir à ce que tu dis, c'est très important parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour tenir. Si tu manges des pâtes, comme le font les athlètes, 2 heures avant ton mix, c'est-à-dire si je mange à 11 heures du soir, comme le font les Espagnols, que je mixe à 2 heures du matin et que pendant mon mix, j'ai des fruits, j'ai de l'eau, une petite boisson énergétique prise, tu vois, toutes les 15 minutes parce que pour le pic de glycémie, moi, je suis un scientifique de ça, tu vois, et si j'avais pris quoi que ce soit, je serais pas dans cet état-là, tu vois. Je connais des DJ qu'on prenne, beaucoup, pour tenir. Regarde Avicii, l'histoire d'Avicii, hein, y a un connard qui lui a dit pour te désinhiber, tu vois, c'est-à-dire perdre tes peurs de mixer devant les gens, il faut que tu boives de l'alcool. Ouais. Tu vois là où ça l'a mené, tu vois, donc alcool, drogue, donc voilà, c'est une spirale dont tu peux jamais te relever, d'accord. Le dopage, je ne peux pas me permettre d'en parler. Il y en a qui finissent avec le cancer, il y en a qui disent je ne sais pas. Je pense que c'est un choix à faire. En tout cas, moi, j'ai pas fait celui-là. Tu as choisi ton camp. Non, mais oui, non, ça m'intéresse pas. Yes. Ça m'intéresse pas. Du coup, l'expérience Roland-Garros, comment ça s'est présenté? Raconte-nous un peu comment tu l'as vécu. Fais-nous le film. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'avant que j'ai le niveau de jouer devant 18 000 sur le central, il eût fallu que je sois, allez, on va dire un mec qui a de la chance, peut-être dans le top 50, qui joue avec une tête de série au premier tour. Donc top 50, crois-moi, j'en suis loin. Tu aurais pu être wildcard et tirer Roger. J'aurais pu être wildcard. Je sors. Mais c'est l'idée part de Martin Solveig, qui veut tourner son clip Hello en 2009, et il dit Bob, je sais que tu aimes le tennis, on va faire une partie sur le central de Roland-Garros durant la journée des enfants, le samedi après-midi, à partir de 17h, normalement, ils ferment les portes, mais ils vont laisser ouvert jusqu'à 18h. Juste, on va jouer au tennis, ils vont filmer, on va en faire un clip. Alors, lui, il mouille pas une seconde parce qu'il a l'idée du clip, machin, et lui, il aime le tennis. Il joue très bien d'ailleurs, Martin. Mais c'est pas une passion à s'ouvrir les veines. Sauf que moi, je suis un peu plus âgé que lui. J'ai vu Yannick, j'ai vu toutes mes idoles, Gagassi, tout ça. J'ai dit, mais je pourrais jamais jouer au tennis devant 18 000 personnes et encore moins sur le central. Tu vois, là, déjà que je suis en tournoi contre un non classé, que je sais qu'il va prendre 2 bulles. Pardon, mais un non classé quand même. J'ai les mains qui sont comme ça, tu vois. Ah, et tu le fais coup droit, il part pas. Donc, c'est impossible. Bref, en tout cas, je me suis mis dans un état de mix, comme si je mixais devant 20 000 personnes. Ouais. Et la porte, le sas qui ouvre sur le central, là, quand ça s'ouvre, mon Dieu. Tu vois les 18 000 machins, et sauf que là, c'est horrible parce que quand tu as le track, quand tu mouilles, comme on dit, hein, c'est difficile de jouer au tennis. Mais bon, écoute, on s'est pas mal démerdé. C'est bien monté. L'histoire est rigolote. Donc, je suis assez fier de l'avoir fait. Et ensuite, j'ai enchaîné pendant 4 ans de suite. Pendant la journée des enfants, je jouais de la musique pendant que les joueurs faisaient des exhibitions et ils m'invitaient toujours 4-5 minutes à taper avec eux. Donc, il y a eu Nadal, il y a eu plein de gens, il y a eu Polo. Donc, j'ai joué avec tous ces 5 minutes avec tous ces mecs-là.
Et tu te souviens avoir le bras qui tremble sur les 2-3 premières frappes de balle le premier jour avec Martin? Oui. Dans les 2-3, pendant les 5 minutes où je joue, je sais plus où j'existe. En plus, le central, le cours est énorme. Ouais. Tu as l'impression qu'il est 2 fois plus grand que les autres parce qu'il y a un recul de fou et les gens, tu es dans une arène comme ça et tout le monde, vas-y Bob. Et toi, tu es là, vas-y. Bon, c'est dur, hein. T'as Très réussi dur. à prendre du plaisir un peu quand même ou pas? Non. Aucun plaisir tennistique. C'est très difficile parce que je suis tellement passionné que apprécier le moment, c'est pas possible, tu vois. Ouais. C'est très dur. Avec le souvenir, quand je regarde le clip et tout, oui, on s'est amusé, mais sur le moment, tu as un trac. C'est pas possible. Je veux dire, c'est très difficile à décrire. Pour faire un parallèle avec ta carrière de DJ, est-ce que tu ressens la même pression quand tu as une salle de 20 000 personnes qui t'attendent et que tu Il y a une rentres? pression. Moi, j'ai joué devant la Tour Eiffel quand Johnny Hallyday avait fait son super show là devant le Champ de Mars. C'est moi qui faisais les interludes entre les artistes. Donc j'ai joué 3 fois 15 minutes devant 300 000 personnes. J'ai fait la première partie de Madonna. J'ai fait 300 000 personnes aussi sur la plage pour le jour de l'an au Portugal. Cette excitation me provoque une adrénaline, une excitation, tu vois, comme un boxeur qui arrive dans l'arène, parce que je connais mon sujet par cœur. Ouais. Je connais mes mix, tous les titres que j'ai dans mes clés, les 2000 titres, je les connais par cœur à la mesure près. Donc là, tu veux, c'est vraiment, et c'est comme toi, quand tu es sur c'est comme une danse, tu vois. Tu as répété des pas, tout ça, tu connais toute la chorégraphie par cœur. Après, tu as des surprises, les points sont pas les mêmes, mais tu es là, tu es arrivé devant. Donc, comme je ne suis pas sûr de mon tennis, c'est de l'approximatif. Ouais. Tu as voulu trouver un exemple sur moi, mais finalement, tu n'as pas trouvé. C'est comme toi quand tu… non, rien. Ah, écoute, je t'essaie de te faire briller un peu, quoi. Merci Bob, ça me touche. Et du coup, l'Open d'Australie, t'as appelé aussi dans la foulée pour faire la même chose là-bas, c'est ça? Ouais, j'ai fait des trucs pour Sony Ericsson, Ouais. où on faisait une exhibition avec Pat Cash, Mats Wilander. Donc moi, je jouais un peu de musique en même temps. Donc ils savent que je suis absolument fan de tennis, que j'ai une belle image, j'ai une image saine, une image sport, tu vois, une image souriante. Donc ils aiment associer cette musique-là, tu vois, parce que le DJ a toujours été un peu décrié, tu vois, tu me parles de drogue, d'alcool, etc. Moi, ça fait 30 ans que je milite contre ça, aux idées préconçues, et puis associer bien-être, sport. Voilà, j'ai mixé pour aussi Oumag aussi pour la fête du tournoi où carrément ils m'ont invité à faire un double. J'étais en double avec Gaël Monfils. Énorme. Je jouais contre Magnus Norman et l'entraîneur de Nadal qui est Tony Moya. non, Carlos Moya. Ils étaient en phase, donc tu vois, moyen le niveau en face, tu vois. Donc il faisait 42 à l'ombre, c'était un enfer. Et Gaël, je suis en partenaire avec lui comme ça, et à un moment je tape comme ça et il me regarde, il me fait, tu sens vraiment rien en fait. Sympa. Il m'a abattu. Ça c'est pas, tu vois, quand t'as un coéquipier, ça se fait pas. Ouais. Il y a le tournoi des légendes. Il y a le tournoi des légendes aussi que tu devrais jouer prochainement, non? À Roland. Non, les légendes, je suis pas légende en tennis. Non, mais il y a Hanouna qui a dû jouer une année, je sais plus. Ah oui, non, ça c'est le tournoi des célébrités. Ah oui, des célébrités, je confonds. Exact. Le tournoi des légendes, c'est, tu sais, à Roland, les exhibitions avec Barami, Lecomte, Noah, etc. Ça, j'adore aller voir jouer. Non, j'ai échangé avec Lecomte quelques balles aussi à Roland. J'ai échangé avec Yannick à Saint-Barth. Dès que je peux jouer avec un mec comme ça, c'est extraordinaire. Chardy. Mais la personne avec qui j'ai apprécié le plus jouer, c'était Marion Bartoli. C'était où? Tout simplement parce qu'elle a une balle qui ne bouge pas. Ok. Elle tape la balle, elle est à plat, tout à plat comme ça. La balle, quand elle t'arrive dessus, elle t'arrive à hauteur de hanche, elle ne bouge pas. Il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. Donc là, elle te fait briller le petit chip de revers qui va bien. Et je lui dis à moi, Marion, t'as vu, ça chip, hein. Elle me dit, t'es prêt là? Je chip hyper, la balle rebondit à 20 cm, ça part d'un coup, le long de la ligne, j'ai rien vu. Et sur Marion, j'ai lu justement que tu avais été coach de l'ombre pour elle lors de son sacre à Wim en 2013. Est-ce que tu peux nous raconter je n'ai pas été coach. Ce qui est incroyable, c'est que je la rencontre. Non, mais vous êtes envoyé quelques messages un peu d'échange de bonne vibe, quoi. Pas sexuel. Oh. Non, bonne vibe. Je la rencontre le dimanche, l'ouverture de, enfin le premier jour du tournoi. Ouais. Et moi, je jouais pareil. Je jouais pour je sais plus quelle marque. Bref, en tout cas, je jouais à Wimbledon.
Et je la rencontre comme ça, je l'avais, je lui dis, écoute, on échange un petit peu par hasard comme ça. Et elle me dit, oh, je me sens pas bien, j'ai mal partout, tu vois. Elle dit, ouais, je suis seule. C'est la première fois, je crois qu'elle était sans son père, si je me rappelle bien. Elle me dit, bon, écoute, je lui dis, comme ça, un petit peu, je lui dis, écoute, moi, je sors un single dans 3 semaines, ou 3 semaines ou un mois, je sais plus exactement. Ben, je dis, bah, tu sais que je te l'envoie demain. Je dis, il est exclusif, il est que pour toi. C'était Summer Moonlight. Je lui envoie le titre. Elle me dit, oh, génial, j'adore, c'est plein de bonnes vibes et tout. Justement, je pars à mon premier tour. Et ben, je l'écouterai juste avant de jouer. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, machin, etc. Et à chaque fois, elle me dit, j'écoute ta musique voilà, j'écoute ta musique, ça me donne, machin. Et elle, je te jure, elle me dit, je peux plus marcher. Elle avait l'épaule en sang, elle avait je sais plus ce qu'elle avait. Bon, je sais pas, je crois que, je sais pas comment elle faisait le matin pour se lever. Bon, bref. Et elle me dit, il faut absolument que tu viennes pour la finale et tout. Tu m'as trop porté chance. Ça, je dis, écoute, bien, jamais je viendrai pour la finale. Parce que si tu perds, ce sera à cause de moi. Donc, je viendrai pas, je te regarderai à la télévision. Et elle a gagné. Donc, je sais pas, tu vois, c'est des petits concours, des petites énergies comme ça. Et tu as regardé le match sur un vieux streaming russe au fin fond d'un hôtel. Tu regrettes pas de ne pas avoir été là, finalement, qu'elle ait gagné? Alors, non, parce que tu sais, moi, je suis hyper superstitieux. Et t'imagines si elle m'aurait invité dans le box et elle perd. Alors là, je l'aurais pris pour moi, le mec chat noir, tu vois. Et vous avez tapé où ensemble, du coup? Au TCP. Ah, énorme. Elle a apporté, d'ailleurs, sur mon Instagram, il y a la photo avec le trophée. Elle m'a apporté le trophée. Donc, j'ai eu le trophée en main et tout. Magnifique. Énorme. Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. Mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcasts ou Spotify. Et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Je récupère le conseil numéro 1 de Bob qui nous confie ce qui est selon lui le dénominateur commun des athlètes et artistes qu'il a la chance de côtoyer de très près. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu et la gestion de ton mental, tu as accès à la 9e masterclass avec le préparateur Jean-Philippe Vaillant qui te donne toutes les clés pour mettre en place des routines gagnantes en match, entre les points et pendant les échanges. Pour retrouver le chemin de la gagne, peu importe ta confiance du moment, tu vas te régaler. C'est juste en dessous en lien dans la description de l'épisode. T'es allé voir Mirka, la femme de Roger, en lui proposant de mixer gratuitement pour les 30 ans de son champion de mari. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez organisé l'événement et ce que tu as vécu du coup? Moi, j'ai la chance de connaître des gens extraordinaires. Christophe Agnès, Christophe Agnès à Roland, qui est un des directeurs du tournoi avec Guy. Okay. Tu vois, alors, je ne sais plus exactement comment ils sont. Bon, bref. Ouais. Et à la suite donc de la journée des enfants, ils me disent, bon, bah, tu sais quoi, parce que c'est quelque chose que je faisais gratuitement, il m'a dit, tu sais quoi, Roland, t'es chez toi. Donc, il me file un badge avec toutes les petits, tu sais, les petits logos, machin. Je peux même aller prendre une douche avec Nadal si je veux. Tu vois ce que je veux dire? Dans le genre. Bon, ça. Enfin, je veux dire à côté. Attends, tu mixes gratuitement à Roland pour la journée des enfants Béni Bernet? Ouais, bien sûr. Incroyable. Bah, c'est pour des œuvres de charité, c'est pour les faites le mur, il y a yes. Bah, bien sûr, évidemment, non, faut pas déconner. Du coup, tu étais en train de me faire le cheminement jusqu'à la fois où tu vas voir Mirka pour lui proposer de mixer pour Roger pour son anniversaire. Et donc, j'ai ce badge, donc j'ai accès un petit peu partout. Donc, je suis à la cantine, et à la cantine avec les gens, tout ça, et je la croise dans le couloir. Je lui dis, pardonnez-moi de vous déranger, Mirka. Elle me dit, ah, Bob, machin, parce qu'elle est suisse, donc elle me connaît. Bon, bref. Ah, j'adore ta musique, tout ça. Elle me dit, écoute, ça tombe bien. Si dans 2 ans, vous faites quelque chose pour l'anniversaire de Roger, pour ses 30 ans, promettez-moi de m'appeler, je viens faire le DJ. Elle me dit, mais tu sais, c'est familial, tout ça. Je dis, c'est parfait, c'est familial, non, pas de problème. Après, 2 ans se passent. 6 mois avant ses 30 ans, hop, coup de téléphone de Mirka. Écoute, est-ce que ta proposition tient toujours? On fait une petite fête de 70 personnes à Zurich. C'était à Zurich, voilà, dans un hôtel, moi je ne me rappelle plus quel. Et donc, lui, il savait pas du tout que c'était organisé pour lui. Donc, il arrive et là, 70 personnes dans une salle, la musique à fond. Et donc, il m'a dit, je te remercie d'être là parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Si je me retrouve dans un club, après, mes sponsors ne vont pas aimer, etc. En tout cas, en tant qu'athlète de haut niveau, je ne peux pas le faire. Donc, je te remercie. Donc, il était là, à CDC, il aime bien le rock. Ok. Et donc, la grand-mère de Roger s'est ambiancée sur ton son. C'est bien ça? Et tout, les petits-enfants, les grands-parents, tout ça, génial. Il est très, très bien entouré. Il y avait Arnaud Butch aussi que j'ai rencontré à ce moment-là. Voilà, tous les sponsors, tout ça, que des gens bienveillants pour lui. C'était vraiment génial.
T'es d'ailleurs invité dans la loge de Roger depuis, c'est ça? Quand t'es dans le coin, tu peux passer à Alors, tout moment. j'essaye de temps en temps, mais je demande jamais. Tu sais, moi, j'aime surtout pas m'incruster. Puis ils sont toujours beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent être dans la loge. Hein. Mais oui, j'ai été plusieurs fois et maintenant, il y a plein d'autres joueurs. Hein. Il y a plein de. J'essaye d'être un peu partout. Mais ce que j'aime, c'est les loges sont un peu sur le côté. Tu vois, donc c'est un peu chiant. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le T. Ouais. Juste derrière, tu sais, premier rang sur le T. Là, tu vois vraiment la vitesse. Tu participes à l'énergie du match. Comme Pierre Richard dans la loge à Roland-Garros, juste derrière, la tête posée comme ça sur le rebord. Mais les loges sont sur le côté. Moi, je veux pas être sur le côté. Moi, je veux je être sais bien, derrière, Allez, juste derrière. disons tribune présidentielle. Voilà, ça me va. C'est bon ça. Est-ce que vous avez fini par jouer ensemble avec Roger ou pas encore? Non. Toujours pas? Non, jamais. Je l'ai déjà vu à l'entraînement plusieurs fois et tout. Et une fois, surtout à l'US Open, une fois, il m'a dit, t'as pas ta raquette et tout? J'ai dit, non. Tu vois, bon, je serais là avec une raquette sur le banc et me dire, allez, viens taper 5 minutes. Mais tu déranges pas, Roger. Non, tu fais pas, oh, Roger, allô, on fait un set? C'est ton rêve, on est d'accord. C'est du respect. Un peu, non? Même une fois, non, oui, évidemment, c'est extraordinaire, hein, mais c'est bon, c'est des rêves. Je peux te raconter une petite anecdote. Une fois, un pote à Saint-Barth m'a fait une surprise. Et il m'a dit, je t'emmène taper dans une villa, parce que Saint-Barth, il y a beaucoup de gens riches, et ils ont des tennis dans les villas. Donc, yes. J'ai la clé d'un tennis dans une villa, tu vas voir, on va s'éclater. J'ai une surprise pour toi. Je dis, ok, super, machin. Il y a un pote qui vient. Bon, génial. Bon, il joue bien, hein. Ok, d'accord, pas de problème. On tape une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, il y a John McEnroe qui débarque sur le court. Ah oui, quand même. Et je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive. Il m'a dit, allons. Je lui ai dit, écoute, non, je suis désolé. Tape avec lui, je peux pas. J'ai été, tu sais, c'est pas comme si j'avais été préparé psychologiquement. Et il m'a dit, je me suis assis sur la chaise d'arbitre, j'ai pas pu taper. What? Non, je te jure. Mais Bob. Ouais, non, c'est les deux premières balles, c'est le temps que la pression retombe. Là, il y a eu un choc. Est-ce qu'en tant que fan, tu peux nous citer les 2-3 matchs les plus ouf que tu aies vécu émotionnellement parlant, ceux qui t'ont fait le plus frissonner? Je pense avoir une intuition d'ailleurs. Bon, il y a le match Paul-Henri Mathieu-Nadal. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on y a cru. Hein. C'est magnifique. 4-7, monstrueux, 4h30, il me semble. Bon, il y a Roger, évidemment, la victoire à Roland. Yes. Et frissonner. Bon, évidemment, il y a. Bon, je parle pas de la victoire de Yannick, j'étais jeune, mais il y a eu surtout alors, c'est aussi la victoire de Yannick, mais il y a eu la victoire en Coupe Davis. Henri Lecomte, toute l'histoire qui va avec, tu vois. En 91. En 91, voilà, Guy Forget qui finit, Henri Lecomte, l'histoire. Quand Yannick il me raconte cette histoire, tu vois, où 3 mois avant la Coupe Davis, l'autre il était en chaise roulante, Henri. Il pouvait pas taper, il pouvait pas marcher. Il avait mal au dos, il était comme ça. Et à quelle heure, Yannick, je sais plus. Enfin, c'est incroyable. Je me rappelle plus des détails, mais quelques jours avant de partir en stage, mec, il était à 30%, Henri. Et il dit quand même, allez, viens, je t'emmène à l'entraînement, machin, etc. Tu viens avec nous, tu joueras pas. Et 3 jours avant, il lui dit, ouais, non, si, c'est toi qui démarres, tu vas jouer contre, je sais plus, Sampras, ou je sais plus, ouais, c'est Sampras qu'il faut en premier. Incroyable. Et l'autre, il fait le match. C'est Yannick qui t'a raconté directement? Ouais. Tu te souviens à quel moment il t'a sorti cette histoire, cette anecdote? Non, je sais plus, je l'ai croisé plusieurs fois. Il est venu ici au studio avec des maquettes, je crois, où c'était pour un remix de Saga Africa. Je ne sais plus exactement. Alors, ça n'a pas donné suite, mais j'adorerais travailler avec Yannick en musique. Tu vois, qu'on aille en Jamaïque, par exemple, faire un truc un peu complètement dément. Mais c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce qu'il a une aura exceptionnelle. Ouais. Je ne le connais pas très bien, je l'ai croisé plusieurs fois. Et tu sais, il y a des gens comme ça qui dégagent une énergie et qui ont cette. C'est très difficile à exprimer avec des mots, tu vois. Ouais. C'est une énergie corporelle que tu as et qui se développe sûrement avec les victoires, avec la confiance en soi. Mais c'est un chef de troupe, quoi. Il a une il te dit les mots, il te donne une énergie extraordinaire. Il a ça autour de lui. Voilà. T'as pas mal d'influences africaines dans ta musique. Elles viennent d'où? Disons que moi, je viens de la culture hip-hop. C'est que la première musique que j'ai écoutée, qui m'a fait frissonner, c'est le rap à la fin des années 80. Toi, c'était les tout débuts de cette culture.
et j'ai appris la façon dont les DJ aux États-Unis créaient cette musique-là à base de samples, de recyclage. Et donc, c'est grâce au rap que j'ai fait toute ma culture musicale. Je m'intéressais aux instrumentaux de ces DJ-là, donc je dis quels samples ils ont utilisés. Et donc après, j'ai élargi mon éventail avec de la musique africaine, musique brésilienne, jamaïcaine, zouk. Voilà, j'aime toutes les musiques et surtout quand elles sont noires, tu vois, africaines, tu vois, d'origine et d'influence africaine. Tu nous as dit juste avant que vous auriez pu faire un petit son avec Yannick. Est-ce qu'il y a un joueur sur le circuit ou qui a pris sa retraite avec lequel tu rêverais de faire une collab? Bon, à quel niveau la collab? Ben, musicale. Bah, non, il y a des joueurs qui chantent ou qui jouent. Bon, je sais pas. Je sais pas, que Roger mette sa voix sur un petit refrain, un truc. Ouais, bon, je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Tu sais, c'est toujours pareil. Hein. Moi, tant je la sens pas du tout au tennis, mais je sens quand même. Quand les gens ont une fibre musicale, je la sens, je le sens. Je suis pas sûr qu'il est. Même si c'est je l'appelle le jazzman. Là, Ouais. tu vois, c'est celui. Tu vois, c'est l'improvisation. Tu vois, c'est vraiment free jazz. Improvisation totale. C'est vraiment ça. C'est entre le chat et voilà et le jazzman qui improvise. Mais je suis pas sûr qu'il ait le même rythme en musique. C'est pas certain, il l'avoue lui-même, c'est pas forcément une oreille musicale, le Roger. Non, non, non. Bah alors, volet, passion, fringue, Bob. Combien de tenues légendaires tu collectionnes? Montre-nous un peu, dis-nous un peu Alors, plus. je commence avec le Graal. Non, je vais pas commencer avec le Graal. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, alors, je te laisse Surprise. j'ai pas apporté McEnroe, j'ai pas apporté Borg. Ok. Voilà, McEnroe Borg. J'ai apporté donc un des premiers survêtements d'Henri Lecomte, Ok. LS 88. Voilà, donc c'est pas le sien, mais je l'avais acheté à l'époque, donc je l'ai gardé. T'es une Alors, machine. Une machine. Attends, non, mais attends. Ah, énorme, 83. Donc, attends, parce que ça, c'est le maillot de Yannick. Ah, c'est le vrai. C'est le vrai. Alors, il en avait plusieurs, il a joué avec beaucoup de maillots, mais c'est ce qui m'a. Regarde, tu vois, bon, tu vois pas l'état, mais il est complètement délavé, tout ça, donc il date vraiment de l'époque. C'est le coq sportif qui me l'a offert, parce que je voulais jouer à Roland, voilà, je voulais le mettre pendant la journée des enfants. Donc, Yes. j'ai le maillot original. Beau Oui. gosse. Oui, Alors, monsieur. attends. Non, mais oui, monsieur. Alors, je vais finir par mon maître. J'ai quelque chose d'extraordinaire là, mais c'est pas le Graal. Regarde bien ça. Alors, France. Donc là, tu le vois à l'envers. Ouais. Regarde bien ça. Regarde. Ah, monstrueux. Donc, Putain, c'est la veste de survêtement de Thierry Champion de la Coupe Davis. de D'accord. Champ, quelle année? Alors, celui-là, je crois que c'est 96. C'est ou 91 ou 96, mais je ne sais plus exactement. Bref, Et c'est lui qui te l'a filé. c'est lui qui me l'a donné. Beau C'est Thierry gosse. qui me l'a donné. Thierry Champion, magnifique. Alors, je suis pas tout amené, mais je vais finir avec ça. D'abord ça. Ah, mais oui, mais magnifique. Mais... Oh là là. Merci, Alors, la vie. pourquoi Merci, Bob. Merci, avec plaisir. Mais pourquoi sait-on que c'est celui de Roger? Alors, Je te pose la question. la griffe. Vas-y, sois plus précis. Est-ce que c'est pas je dirais le RF comme ça, parce qu'il est apparent, mais je pense que c'est Alors, autre chose. C'est ça. Alors, il y a deux choses. Bon, ça, tu peux pas. C'est le RF. Alors, pourquoi le RF? Parce que c'est la dernière fois que le RF n'est pas sur les maillots dans le commerce. Après sa victoire en Roland. Ouais. Donc, tu verras, si tu achetais le maillot bleu dans le commerce cette année-là, il n'avait pas le RF. D'accord. Il n'y avait que Roger qui avait le RF. Authenticité. Là, alors, la deuxième chose, Et là, c'est Roger C'est que- qui te l'a envoyé. ça, c'est Roger qui me l'a donné par l'intermédiaire de Paul-Henri Mathieu, Oh, parce que je crois, voilà, ce jour-là. La deuxième chose, c'est que les bords Ouais. sont thermocollés. Ils ne Ça, sont c'est- pas cousus. Ça, c'est le souci du détail, ça. Pourquoi thermocollés? Pour les frottements, la transpiration. Merci, monsieur. Tu me demandes si tu as besoin de technique si tu as Enfin, besoin de ça. détails techniques en tennis. Voilà. Donc, ça, c'est aussi ça. Mais qu'est-ce qu'il y a pour finir? Des pompes. Une raquette. Mais oui. La poêle à frire de l'animal. Là. Énorme. La raquette de Roger de Roland, elle est là, bien au chaud. Ça pèse 25. 340 grammes non cordés. Ah oui, quand même. Donc, autant te dire que c'est pour couper des arbres. Et puis, voilà. Mais tu vois, il met des petits, tu vois, je sais pas si tu vois bien, je sais plus comment ça Yes, s'appelle. Il met pour des, le cordage, ouais. voilà, pour pas que ça bouge, il met des petits trucs en plastique comme ça. Mm. Donc voilà, j'ai essayé de jouer avec, autant te dire que c'est injouable. Et tu ne sentais Ah, rien. c'est Tu joues ça. avec quoi, toi, d'ailleurs, Bob? Moi, je joue avec une Technifibre, Yes. une T-Flight Technifibre.
impeccable. Énorme, n'empêche, la raquette de Roche. Donc là, bon, le on aurait Roche. pu rester une heure, hein, parce que j'ai du Borg. Alors, pas de l'original vintage de l'époque, mais pas le sien. Hein. Mais Ouais. j'ai rencontré Borg et j'ai fait pareil une petite soirée à je crois que c'est Båstad, Ouais. en Suède. Yes. Ou non, c'est Båstad, c'est ça? Ouais. Le petit tournoi en Suède, voilà. Et ils étaient là, donc Mats Wilander, Björn Borg, je les ai rencontrés, adorables. Björn Borg qui adore Ibiza. Björn Borg que j'ai fait venir avec sa femme au club à Ibiza, parce qu'ils ont une baraque à Ibiza, enfin génial. Voilà. Ma vie n'est qu'une succession de beauté, d'extase Mais tennistique. attends, entre nous, Bob, quand tu regardes ta vie, les rencontres, les événements, ce que tu vis, tu te dis pas, mais je suis le mec le plus chanceux de la Terre. Enfin, c'est quand même surréaliste ce que tu dis. Alors, je dis un truc extraordinaire. Après, t'es un bosseur de ouf, certes. Attends, voilà. Il faut avoir un melon énorme pour le dire, mais j'en ai un énorme. La chance, c'est le sourire du talent. Faut avoir un boulard monstrueux pour sortir ça. Non. Alors oui, la chance, oui, mais la chance, en fait, c'est l'énergie que tu donnes dans ce que tu aimes qui fait que les rencontres viennent à toi. Les gens savent que je suis un passionné de tennis. Les gens, ils le savent, tu vois. Donc, ils sont d'ailleurs hyper honorés parce que ça, c'est comme Roger qui me dit, j'adore, ouais, je suis content que tu sois là pour mixer pour ma soirée. Moi, je suis un fan, donc je dis, putain, Roger est content. Donc, peut-être qu'il se dit, putain, je suis content d'avoir Bob, c'est extraordinaire, j'adore ses titres. Donc, tu vois, c'est un échange artistique et ça vient naturellement. Moi, j'ai toujours une énergie positive qui attire les belles choses. Et tu disais tout à l'heure, c'est 15 ans, 15 heures par jour. Il n'y a pas de hasard quelque part, il n'y a pas de secret, quoi. Non, tu parles de la musique, là? Ouais, t'as bossé comme un chien. La musique, c'est 25 ans, là. Ça fait 25 ans. 25 ans, mais tu disais que tu avais mis le tennis entre parenthèses de tes 25 Oui. Après, il y a eu 40. les grosses tournées. À partir de Love Generation, les grosses tournées ont commencé. Donc, je faisais 100 dates par an, parfois plus. Donc, c'est vrai que tu mets le studio un petit peu entre parenthèses. Mais oui, non, tu sais, c'est le petit jeu de jambes. C'est les choses les plus dures à travailler. Bah, c'est pareil. Dans la musique, c'est les petits détails de la production qui vont faire que, voilà, sans arrêt, tu progresses. Et 100 dates par an pour voir et passer du temps avec tes enfants, comment tu as géré? Tu sais, l'important, c'est pas la quantité de moments que tu passes avec eux, c'est la qualité. Hein. Vraiment, c'est pas une espèce de formule que je sors de nulle part. C'est que quand je suis là, je suis là. Donc, tu vois, ça, on fait. Mon fils, il a 20 ans maintenant, hein, donc il passe plus de temps avec sa fiancée qu'avec moi. Mais on a fait de la boxe thaï ensemble, du tennis, du foot. On partage des moments, tu vois, de complicité. Avec ma fille, qui était très maman, ça, c'est un petit peu mieux maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était les copines, les machins. Avec une fille, c'est plus difficile parce qu'un papa, il veut partager ses passions de sport, de shopping, de musique, enfin, tu vois, de tout. Donc, c'est plus facile avec un garçon. Ça match beaucoup plus vite. T'emmènes tes enfants sur les dates pour voyager à droite à gauche? Ouais, je sais, c'est honteux. Ma fille, je crois qu'à 8 ans ou à 6 ans, elle était dans un club, je crois, avec moi. Mais elle n'est pas restée longtemps. C'était pour mon anniversaire. Ça va, je suis pas. Mais elle était contente. Elle voulait plus partir. Énorme. Dans les rencontres qui ont marqué dans le tennis, il y a celle avec Patrick Mouratoglou. Ouais. Où est ce volet? Tac, tac, tac. Est-ce que tu peux, voilà, tout simplement commencer par nous raconter cette rencontre avec un des mecs les plus passionnants et les plus entrepreneurs. Pareil que Yannick, c'est quelqu'un qui a une aura extraordinaire, vraiment une force de persuasion, tu vois, qui peut t'amener. Si, tu peux monter. Si, tu peux le faire. Tu vas et tu vas le faire. Tu vois, c'est le genre de truc et oui, finalement, c'est vrai, je peux le faire. Donc ça fait partie des coachs comme ça. À quelle époque vous avez connecté et comment? On a connecté. Je crois que la première fois où on connecte vraiment, c'est je fais la soirée d'inauguration de l'académie. Ouais. À Sofia. Voilà, à Sofia Antipolis. Et bien évidemment, je viens gratuitement. Tu vois, Yes. je vais t'expliquer. C'est que il y a un certain. L'argent, c'est une chose, mais le partage, c'en est une autre. Tu vois, quand je suis très admiratif de quelqu'un, ça me dérange pas d'échanger des choses. Tu vois. Donc j'avais envie de le faire. Il y avait Serena, il y avait plein de gens. Tu vois. Donc c'est l'occasion pour moi il y avait Novak, il y avait plein de joueurs. Donc c'est l'occasion pour moi de m'immerger dans un univers dont je suis passionné. Ouais. Donc voilà. Et finalement, la fibre artistique n'est pas si éloignée de la fibre sportive. Tu vois, c'est un art, c'est aussi voilà. Donc c'est une passion que j'ai. Voilà, c'est comme ça. Donc on a fait connaissance et puis voilà. Et puis après, c'est la passion nous a unis.
crois que tu as fait 2-3 stages hivernaux de prépa physique avec les Chardy, Steph Robert et compagnie à Maurice. Là, tu es en train de me dire ça, mais en fait, je me rends pas compte de tout ce que j'ai fait. Mais là, tu es en train de me dire, non, mais j'ai une chance. C'est vrai que j'ai de la chance. Mais c'est pour ça qu'on est ensemble pour parler tennis. C'est que c'est monstrueux ce que tu as vécu. Non, mais c'est monstrueux. Il y a Patrick, alors c'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Donc, 2018, décembre 2018, il me dit, il fait toujours pendant 15 jours une prépa avec Serena et puis d'autres joueurs et joueuses de l'académie. Il y avait Coco, il y a plein d'autres joueurs. Coco Goff. Copil, Coco Goff, je l'appelle Coco, moi, parce que maintenant je suis assez proche. Il y avait plein de joueurs super. Ouais. Et il m'a dit, allez, viens avec nous, il y aura Mike Tyson, il y aura Shaun T, un mec qui fait du fitness. Et donc, toi, tu vas nous faire la soirée parce qu'on va filmer ça, allez, on va faire un événement génial. Et en même temps, tiens-toi prêt parce que tu fais la même prépa que les joueurs. Quelle machine. Je dis, ouais, mais bien sûr. Donc là, non, mais c'est énorme. Non, mais parce que là. Tu faisais des entraînements physiques. Tu joues au tennis aussi? Mais bien sûr. Non, mais j'ai fini. Non, mais en jouant, au bout de 3 jours, je me fais un hématome à la cuisse juste sur un service. Non, mais comme tu dis, j'ai un physique de moineau. Mais les mecs, ils s'entraînent. Non, mais tu sais, tu as déjà eu un hématome sur la cuisse d'une pièce comme ça, grosse comme ça. J'allais dire de 5 francs. Mais une pièce énorme, un truc qui apparaît comme ça. Tu sais pas pourquoi ça apparaît. Tu dis, hop, ça tire, ça pique un peu. Je dis, ouais, c'est marrant. Que des trucs comme ça. Donc, je prends des bains de glace, des ventouses sur l'épaule. Je sais pas ce qu'ils me font, mais c'est extraordinaire d'être encadré comme ça. Et il offre ça à ses athlètes. Et je pense que ça doit être indispensable pour vous. Hein. Et quand tu mixes comme ça, pour les 30 ans de Roger, pour les soirées un peu particulières, est-ce que tu t'adaptes vraiment au public et aux envies des gens qui sont là? Comment tu t'organises? Bien sûr. Ah ben non, mais moi, je joue tout. Moi. Dans ma clé, il y a des années 80, il y a de tout, parce que même quand je joue à Ibiza ou dans des clubs branchés, je peux te sortir à n'importe quel moment un morceau de disco, alors morceau rock, non, mais peut-être un petit AC/DC, Highway to Hell, peut-être à un moment mixé avec un truc de dance. Toi, j'essaie toujours de brusquer un peu le danseur, tu vois, qu'il soit un petit peu surpris. Si tu joues là, si c'est monotone, quand on enchaîne 40 d'affilée, à la fin, tu dis bon, t'es un peu fatigué. Et donc, pour toujours communiquer cette énergie positive, il faut toujours que tu te surprennes toi-même. Tu vois, faut que tu sois imaginatif, tu vois, faut inventif au niveau du mix. Tu parlais de Coco, de Serena, de Chardy. Maintenant que tu es un peu intime après avoir vécu des trucs comme ça avec eux, vous vous envoyez des textos, vous partagez le reste de l'année, vous échangez? Tout le temps. Alors, surtout Chardy, bien sûr. Là, il vient d'avoir un bébé avec sa femme extraordinaire. Donc, à chaque fois que les mecs jouent, alors je les dérange pas tout le temps, mais je leur envoie un petit message. Putain, magnifique ton tour. Je viens de voir les replays sur YouTube. C'est monstrueux. C'est drôle parce que Chardy, à un moment, je me souviendrai toujours, on était en Floride, à Palm Springs, tu sais, et il jouait le tournoi et on mange avec Patrick. Et il me dit, j'ai mal au poignet, c'est la raquette. Il joue avec Technifibre. Je viens d'avoir la raquette, j'ai mal, j'ai un truc, machin, j'arrive plus à faire le revers à deux mains. Et je lui dis comme ça, je dis, mais tu sais, t'as un chip monstrueux, parce que moi, je fais que chipper. Chip and charge comme Henri Lecomte, tu sais, 86, tu sais, là, tac. Et t'as une bonne volée? Je dis, je dis comme ça pour déconner, je dis, mais t'as qu'à chipper, si tu me casses les couilles avec ton machin. Ouais. Et le mec, il a chippé tout le tournoi et je crois qu'il est arrivé en 8e. Je dis, il pensait que c'était la raquette. Tu vois, je dis, tu vois, il n'y a pas de raquette, c'est super. Et t'as une bonne volée? Non, mais j'ai une bonne volée. J'ai une volée de mecs qui jouent 15-4, tu vois, une volée de touristes. Mais bon, l'important, c'est l'intensité que tu mets dans ta passion. Le reste, on s'en fout. Yes. Qu'est-ce qui te reste comme tournoi du circuit ATP que tu n'as pas encore découvert et que sur lesquels tu as vraiment envie d'aller, quoi? J'ai pas été, en fait, j'ai jamais vu un match à Wim. Okay. J'ai été le dimanche et le lendemain, j'avais une date, je devais partir. Donc, j'ai pas assisté à un match sur le central de Wimbledon. Et je sais pas, il n'y a pas des tournois que tu n'as pas encore fait? Kitzbühel, Gstaad, des… Non, mais ça, c'est des tournois. Ça va, c'est les petits tournois, ça, bon. On se la raconte, hein. Non, mais je peux pas. J'ai un métier aussi à un moment, tu vois, je peux pas non plus. J'aimerais bien suivre les joueurs, mais c'est extra. Mais non. Quand je peux associer mon travail au tennis, je le fais facilement. Et puis après, quand je peux, je sais plus. Montpellier, j'ai fait Montpellier, j'ai fait un peu Strasbourg, j'ai été voir jouer polo. Non, c'est avec un copain, on part comme ça 2-3 jours. Tu vois, c'est sympa. On va arriver gentiment à la fin. Quand tu sors de chez toi, des questions un peu annexes. Combien de fois tu te fais arrêter dans la rue? Est-ce que la célébrité est dure à vivre?
Non, la célébrité, c'est pas dur à vivre. La célébrité, c'est extraordinaire dans le sens où, pas d'être célèbre, dans le sens où tu es reconnu pour ton travail. Ouais. Donc, je pense que les mecs qui te disent, la célébrité, machin, c'est les mecs qui ont oublié d'où ils viennent, hein, qui étaient dans leur cave, tous les DJ, bien mixés. Moi, un jour, je me suis dit, je veux pas être célèbre. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien qu'un jour, qu'un titre soit joué par un DJ. Ensuite, je me suis dit, quand c'est joué par un DJ, j'ai dit, j'aimerais bien que j'ai un titre qui passe à la radio. Puis quand c'est passé à la radio, ça passe 2 fois à la radio, puis 3 fois, et puis d'un coup, ton truc devient un tube, et du jour au lendemain, il y a les gens qui disent, j'adore ce que tu fais, je peux avoir un autographe, une photo, machin. Je dis, bien sûr, vas-y, il faut juste pas oublier là d'où tu viens. Et puis, tu sais, dans le métier DJ, il y a un truc cool. Il y a un truc accessible et un truc très cool. Je suis pas acteur, je suis pas chanteur, tu vois, voilà. Donc, c'est chaleureux, un DJ, c'est proche, puis c'est accessible d'être DJ. Tout le monde ne peut pas être un DJ star parce que il y a un certain talent pour faire danser les gens et pour faire de la prod, mais tout le monde peut être un peu DJ, tu vois, c'est accessible, ça fait rêver les jeunes. Donc, voilà, il faut être accessible. J'habite dans le Marais depuis toujours, donc les gens me connaissent, ils me font un petit signe comme ça, salut bien, une petite photo vite fait, tac. Tu vois, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité. D'accord. Moi, c'est très cool, je suis très à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu pars en tournée, on t'envoie un jet privé, tu es dans des hôtels 5 étoiles. Enfin, c'est quand même. Non, on m'envoie, c'est pas toujours le cas, mais l'été, je fais 40 dates d'affilée. Ouais. Donc, si tu fais le calcul 40 dates d'affilée, pour m'éviter les changements, les connexions, les machins, ça coûte un petit peu plus cher, mais je me finance un jet privé. Bon, voilà, donc je loue un avion, comme un taxi. Ça se fait assez facilement maintenant. Et puis, donc, alors, ça coûte très cher, mais bon, je déduis de la date, mais je peux faire plus de dates et surtout, ça me relaxe un peu plus, tu vois. Je peux prendre un petit peu plus le temps de dormir le matin, parce que quand je finis à 6 heures, donc après, j'ai le temps de partir l'après-midi, tout ça, voilà. C'est plus confortable au niveau du timing, tu vois. Est-ce qu'à chaque fois que tu fais une date dans un endroit sympa, tu prends le temps d'aller voir un peu les merveilles autour, de faire un footing, de profiter? Est-ce que tu es du genre où tu es comme le genre quand je fais des dates, t'enchaînes comme un fou? Quand je fais des dates, je suis trop fatigué pour faire du sport. Ouais. L'important, c'est vraiment se reposer. Il m'arrive de rester 2-3 jours dans des villes comme New York, que j'adore, donc pour faire un petit peu de shopping, pour aller, comme tu dis, me balader. Tokyo aussi, des villes que j'aime. Mais sinon, je reste pas. Je m'en vais, je joue, tac, j'enchaîne. C'est vraiment le boulot. Ibiza, parfois aussi, je peux rester 2-3 jours. Mais quand je suis en mode travail, je suis en mode travail. Ouais. On a un volet sur l'argent dans le podcast, car comme tu le sais, les prize money figurent sur les sites de l'ATP et de la WTA. Ouais. Combien ça coûte d'avoir un Bob qui mixe dans une boîte et qui décide de le faire payer en ce coup-là? Bah là, honnêtement, en ce moment, ce serait gratuit. Hein. Si vous pouvez m'ouvrir un club, j'y vais forcément avec plaisir. Ouais. Non, je veux pas trop parler d'argent parce que c'est assez mal vu et mal interprété. Okay. Voilà, parce que il y a l'offre et la demande. Il y a le travail effectué en studio que les gens ne voient pas, l'image, l'investissement et évidemment le retour sur investissement qui est dans les clubs, dans les festivals, donc qui est assez important quand tu es un DJ star. Mais voilà, c'est comme aujourd'hui le DJ est voilà à cette aura-là, le footballeur aussi, le tennisman quand il est dans le top 50. Alors même si je considère que le tennisman est très mal payé par rapport à d'autres sports, mais voilà, quand tu es au top de ton métier, tu gagnes bien ta vie, mais ça me permet toujours de réinvestir dans ce que je fais. Tu es plutôt l'équivalent top 20 sur le circuit en termes de prize money? Je connais pas je connais pas combien gagne un prize money, mais oui, par an, tu veux dire? Ouais. Bah, quand on travaille, ça pourrait être autour de ça, ouais. Ok. Oh, t'as bien fait. Allez, top 10. Allez là, putain, c'est bon ça. Allez. Est-ce que pendant ta carrière, tu as pris le boulard à un moment donné? Jamais. Comment tu as fait? Bah, je travaille toujours avec ma membre. Je travaille depuis 15 ans avec ma mère. Déjà, elle me dit oh, calme-toi un peu. J'ai toujours la même équipe de travail depuis des années, les mêmes musiciens, souvent les mêmes chanteurs, les mêmes voilà mon équipe de travail ici qui est là. Alors c'est vrai que quand tu as un petit Love Generation, World of Dance, Roxy's Party, Sound of Freedom, quand on enchaîne 3-4 comme ça, quand on enchaîne 3-4 grands chelems, bon, tu as tendance à être sur un petit tapis volant. Hein. Bon, maintenant, tu vois Roger, au bout de 20, bon, il est là, tranquille. Hein. Mais j'aime, moi, le Medvedev, tu sais, le Medvedev qui gagne un Masters 1000 et qui fait « Salut les gars ». Tu sais, qui baisse la tête comme ça, ouais, c'est cool. Tu sais, c'est comme si, voilà. J'aime cette attitude. Ah ouais? Pas trop fanfaron, quoi.
Moi, j'aime tout, mais bon, tu fais pas 2 fois le tour du stade quand tu as gagné un premier tour, tu vois. Pourtant, la photo de bonne année avec la carotte dans les fesses, on est plus sur du fanfaron que du Medvedev, là, clairement. Ouais, mais ça, c'est du drôle. Attends, là, Bien on est sûr, parce elle est qu'on- géniale. c'est une image avec la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, tu vois, tu vois. Et ta mère, du coup, elle gère. Je te la refais pour ceux qui n'ont pas compris. Ta mère, elle gère quoi pour toi? Ma mère, elle gère le pognon. Elle est là, maman. Putain, elle lâche rien. Maman, elle gère les finances du label, donc de la société de production, société d'édition, Ouais. de mes impôts, parce que Merci. on gagne de l'argent, mais bon, évidemment, plus tu gagnes, plus tu payes. Je ne dis rien, je suis très content. Les haters, je suis content. De toute manière, les haters, je suis pas certain qu'ils resteront jusqu'à 58 minutes de podcast. Donc là, on est entre nous. Non, mais Est-ce tu sais, dès qu'on parle de pognon, machin, ça va être édité. Regarde, Ouais. lui, il a gagné, il a réussi, c'est mal. Tu vois. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier gros cachet et de ce que tu as ressenti, de ce que tu en as fait comment tu as Tu me vécu feras pas, un peu les débuts? tu me feras pas parler d'argent. Ah, mais Je vais t'expliquer. sans parler de la somme, juste que tu as ressenti, le fait de te dire, ça y est, je suis en train de percer, de m'émanciper. La première fois en 94, 80, non, mais c'est même avant ça, c'est même 91. Quand quelqu'un me donne de l'argent pour Ouais. jouer de la musique dans un club, c'est-à-dire que les mêmes mix que je faisais dans ma chambre d'ado, j'ai dit c'est incroyable. Alors là, on parlait de 80 €. Hein. Mais le mec me donne 80 € pour jouer toute une nuit, 6 heures de 10 dans un club. Je dis, le mec est fou. Le mec, c'est un malade. Je dis, c'est génial. Je suis dans ma chambre, comme si j'étais dans ma chambre, les gens dansent, je joue la musique que j'aime. C'est énorme. C'est Magique. le métier, c'est mon métier. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Toi qui as côtoyé vraiment le haut du panier, du gratin du tennis mondial, si tu devais isoler une chose qui les relie tous pour transmettre à un jeune ou une jeune qui rêve d'être professionnel, selon toi, c'est quoi? La persévérance, T'en es sûr? certain. T'as beau avoir tout le talent du monde, et en musique, c'est pareil. J'ai rencontré des mecs qui avaient un talent de musicien de fou, mais qui étaient, voilà, qui faisaient ça un petit peu en dilettante. Tu vois, si t'as pas tu sais, comme fait Leighton Hewitt, là, quand il fait comme ça, là, tu sais, si t'as pas l'œil du tigre, si t'es pas une guerre mondiale de réussite dans ton domaine, etc., oui, bon, tout le monde n'est pas numéro un mondial, mais pour réussir, c'est la persévérance. Voilà. Petit à petit, voilà, ne jamais rien lâcher. Voilà, toujours, voilà, même dans l'échec, même dans la défaite, il y a toujours du bon. Et Tyson, au fait, tu nous en as pas parlé? Il t'a transmis 2-3 histoires de persévérance ou pas? Non, Tyson, non, il était là, tu sais, pendant j'avais fait une photo avec lui pour tu sais, il fait un Funds Rising, Patrick, Ouais. pour la fondation. Il a une fondation, hein, Ouais. pardon, dont j'ai oublié le nom, excuse-moi, mais j'ai oublié. Bon, enfin, il a une fondation, il récolte des fonds, donc, Yes. pour sponsoriser des jeunes taïwanais, n'importe quoi, chinois, enfin des jeunes qui n'ont pas d'argent, parce que le tennis c'est un sport très cher. Donc pour leur permettre d'avoir une structure, voilà, et puis Donc, tu avais vu d'être encadré. à ce moment-là. Voilà, donc il était là, donc j'ai pris une photo et après on s'est retrouvés à Miami pour les 15 jours de, tu sais, les 15 jours de préparation physique. Donc il était là pour faire une petite session coaching avec Serena. D'accord. Voilà. Mais il y a sa fille qui joue pas mal au tennis, qui était là aussi. Voilà, il était là, un peu cool, mais super sympa, tu vois. Comme Serena, les gens pensent que dans la vie, c'est une teigneuse, machin, mais Serena, quand tu la croises, elle parle tout doucement. Elle fait tout doucement, Chris, how you doing, machin. Mais quand tu la vois sur le court, le mec, c'est une machine de combat. Ouais. Et c'est ça, et c'est pareil pour Tyson, le mec tout doux, tu sais, tout, qui est très doux dans ses gestes avec ses enfants, tout ça, vraiment. Alors que, bon, le mec, hein. Une bonne marmule. Quelle est ta définition de la richesse, Bob? Bah, la richesse, c'est ce que tu as en toi. Tu sais, c'est la richesse, c'est d'être animé par quelque chose. Ouais. Tu vois, c'est d'avoir une passion. Et puis surtout, c'est le luxe ultime, c'est de pouvoir d'avoir du succès dans ta passion, de pouvoir en vivre déjà, et puis ensuite du succès. C'est ça pour moi la plus belle richesse. Yes. Est-ce qu'il y a un livre qui a un peu marqué ta vie, ou même beaucoup? Ouais, il y a un livre qui s'appelle Can't Stop, Won't Stop. C'est le livre de la culture hip-hop écrit par un mec qui s'appelle Jeff Chang. Je vous le conseille. Donc, Can't Stop, Won't Stop.
Une histoire de la culture hip-hop par Jeff Chang, extraordinaire, extraordinaire. Donc c'est toute l'apparition de cette culture. Donc je parle de la culture hip-hop, c'est-à-dire du MC, donc du rappeur, du DJ, du graffeur, du danseur, tu vois. Donc toutes ces cultures qui se rejoignent ensemble pour créer la culture hip-hop, issue de la violence, tu vois, issue des ghettos, tu vois ce que je veux dire, vraiment d'une vie d'une vie dans la misère. Donc ils ont canalisé cette énergie pour créer cette musique-là. Et c'est la musique aujourd'hui qui est la plus créative, enfin pour moi depuis 40 ans. Hein. Je mettrai en lien en description. Est-ce qu'il y a un film de la même manière qui t'a marqué plus qu'un autre? Un seul? Là, va falloir couper. Un film. Généralement, il y a plusieurs types de mémoire. Soit on ne se souvient pas, soit on se souvient que des derniers qui nous ont marqué. Non, j'ai aimé vraiment un film auquel, enfin, à chaque fois que je le vois, je pleure. À chaque fois, c'est Le Cercle des poètes disparus. Okay. Alors, c'est un vieux film avec Robin Williams, un film que j'adore parce que c'est exactement le genre d'intolérance qu'il peut y avoir des parents. C'est-à-dire que les parents, sûrement dans l'échec eux-mêmes, et c'est ce qui se passe beaucoup dans le tennis, poussent les enfants à l'extrême dans une voie qu'ils n'ont pas forcément choisie. Et moi, je pense que les enfants, tu vois, j'ai des enfants, les enfants, faut les laisser, faut leur donner les cartes, et puis c'est eux qui choisissent les cartes, tu vois, et puis les laisser évoluer vraiment dans ce pourquoi ils sont faits, sûrement, et c'est eux qui vont le décider, tu vois. Donc, ce film est magnifique, tu vois. Robbie Williams, il est excellent. Je pense qu'il a dû peut-être recevoir un Oscar pour ça, j'espère. En tout cas, je me rappelle plus, mais voilà l'histoire de ce professeur incompris qui veut apprendre la philosophie d'une autre manière, d'une autre façon, de cette façon un peu toujours rébarbative. Enfin, tu vois, tu m'as compris, quoi. J'adore ce film. Voilà. Je t'ai compris, Bob. Merci beaucoup. Quand tu parles de Robin Williams, ça me refait penser à Robbie Williams, avec qui tu as fait un featuring, il me semble, au même titre que Sean Paul et d'autres innombrables stars. Tu nous as dit la qualité principale des joueurs de tennis pour réussir. Est-ce que tu penses que la leur, c'est un peu la même chose dans leur domaine, comme toi? Est-ce que tu penses que ce qui les unit, c'est la persévérance, ou ce que je sais pas, j'essaie de comprendre vraiment ce qui fait qu'une personne, à un moment donné, arrive dans la lumière d'une autre, en fait. Qu'est-ce qui… Là, tu parles de talent à l'état pur. Okay. C'est-à-dire que tu as touché Sean Paul, Robbie Williams. Robbie Williams vient d'un boys band, donc c'est un espèce de produit marketing à la base, mais derrière, on sent que dans ce groupe, voilà, il y a un talent de fou qui est Robbie Williams. Et donc après, il fait une carrière solo et qui explose. Après, c'est à lui de s'entourer des bons auteurs ou des bons compositeurs. Lui écrit aussi vraiment les textes, toutes ses mélodies quasiment. Voilà, de s'entourer des bons. Mais là, on parle de talent. Tu as Sean Paul jamaïcain, en Jamaïque. Je veux dire, moi, j'ai été en Jamaïque enregistrer des morceaux. Je veux dire, même celui qui nettoie le studio a du talent. C'est des gens qui naissent dans la musique. Tu vois, Jamaïque, c'est le berceau du sound system, le berceau de la culture club. Ouais. Donc voilà. Donc là, c'est talent à l'état pur. Je pense que à un moment, Sean Paul, il monte sur scène. Ils font beaucoup de live en Jamaïque. Et puis, il est repéré par un producteur. Le producteur dit, tiens, on lui met des musiciens à disposition. Il y a un titre qui sort et c'est parti pour lui. Et là, pendant 3 ans, 4 ans, il fait des featuring avec tout le monde. Un artiste de ce calibre-là, c'est 3 ans, 4 ans, il monopolise les charts aux États-Unis et un petit peu partout dans le monde. Après, il est Sean Paul, Pitbull, tu vois, Fatman Scoop, tu vois, ça s'est enchaîné pas mal. Ouais. Fatman Scoop aussi. Voilà, donc il y a des MC comme ça qui marquent un temps. Yes. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement, qui te revient parfois, ou un proverbe? Non, il y a un mot hébreu que j'adore qui s'appelle le Gamzolé Tova, qui veut dire toujours tout pour le bien. Donc, tu vois, c'est une façon d'accueillir les événements qui t'arrivent, qu'ils soient bons ou mauvais. En tout cas, voilà, c'est de se dire, voilà, allez, on reste positif, accueillir les événements dans la positivité. Gamzolé Tova. J'adore ce mot, et c'est le mot qui me drive tous les jours. Est-ce que tu pratiques la méditation? Pas du tout. Pas du tout. J'ai essayé, mais ça marche pas. J'ai toujours l'esprit constamment en train de fonctionner. Alors, tu vas me dire, c'est une façon justement de réguler ses pensées, mais non, je n'ai pas pratiqué encore le yoga, la méditation, tout ça. Moi, je me fais une bonne partie de tennis, une bonne transpiration là, et là, je peux dire que je suis sur un nuage. Il y a tous les champions de tennis qui
le font exprès ou pas, mais pratiquent la visualisation beaucoup pour se projeter dans l'effort, dans La l'accomplissement. visualisation. Ouais, la visualisation de leur coup, de la difficulté parfois au troisième ou au cinquième, tu vois, d'anticiper un peu l'effort physique, ou vraiment la réalisation du coup, du placement, un peu comme le skieur qui visualise la pente. Est-ce que toi, quand tu t'endors, tu vois le parterre de foule qui t'attend devant les platines? Enfin, est-ce que tu as de la visualisation comme ça qui te vient aussi parfois un peu de nulle part? Il y a une visualisation, mais qui vient, si tu veux, juste avant le set, où ma visualisation, elle est en fait dans le timing des chansons. Tu vois, comme je te dis, je connais la structure des chansons par cœur. Les gens pensent qu'on mixe des titres comme ça, les uns à la suite des autres. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Donc, j'ai toujours un calcul, comme un musicien, comme un chef d'orchestre. Tu vois, il calcule au nombre de mesures près, Ouais, au moment où je vais enchaîner, pour ne jamais perdre l'énergie du dance floor. Tu vois. d'accord. Et après, ça, on va commencer à rentrer dans des termes techniques. Mais il y a une visualisation de la forme d'onde. Tu vois, tu mixes visuellement avec. Avant, c'était des vinyles, après des CD. Maintenant, c'est des clés USB qui sont gérées par les platines. Donc, tu peux visualiser sur l'écran la forme d'onde du titre. Donc, c'est D'accord. en ça, c'est comme ça que tu te rappelles. Voilà, c'est aussi. Mais un chanteur ou une chanteuse, généralement, il fait un peu la promo de son album, plus des titres qui cartonnent. Toi, quand tu montes sur scène, tu sais déjà tous les titres que tu vas jouer ou tu as une part d'impro? J'ai une colonne vertébrale de titres qui sont à moi. Je sais que ces titres-là vont fédérer une énergie de bonheur. Ouais. Et entre tous ces titres-là, il faut que je manage. Donc, je continue à garder ces gens avec moi, avec des titres plus ou moins connus, mais je pense plutôt des titres d'ambiance qui vont les faire rester, qui vont leur faire passer par des énergies différentes pour toujours les ramener vers cette énergie de bonheur. Parce que tu peux pas les laisser constamment sur des tubes. Si tu joues tube, au bout du troisième tube, tu perds les gens. Tu ça nous a fatigués avec ces tubes. Après, il faut danser, percussion. Voilà, il faut aller dans plusieurs climats pour toujours les ramener vers ce truc de fête. Tu vois. À part Parfait à 15-2, quel est le Graal qui te reste à accomplir dans le tennis? Non, ah oui. Déjà, Parfait à 15-3. Vamos! Allez, moi, je comprends pas ce jeu. Je comprends pas ce jeu. Des fois, je comprends pas. Bref, on en parlera. Ce sera une autre discussion. Avec plaisir. Franchement, surtout aujourd'hui, en ce moment, on est au jour le jour. Ce qui est fabuleux, c'est que tu m'aurais dit, après 25 ans de carrière, que je serais encore là en train de parler de mes envies, mes passions, ma musique, d'avoir fait le confinement, parce que le confinement, 55 dates d'affilée, à partager les musiques avec lesquelles j'ai grandi. Ouais. Les gens connaissaient pas ma culture musicale, toi. Donc, ça a été un grand moment. Tu vois, c'est les étonner avec ma culture musicale, pas avec mes titres que j'ai pu faire avec d'autres gens, tu vois, parce que je fais pas tout seul. Il y a des musiciens avec moi qui sont extraordinaires, des chanteurs et tout. Donc, le mix, la base du DJ, voilà, je les ai surpris avec ça, et ça a été vraiment vraiment un moment d'extase artistique fabuleux pour moi. Ah, mais tu as transpiré la passion pendant ce premier confinement, c'était magique. Ah, en revanche, ouais. Bob, tu as botté en touche sur ma question du Graal tennis. Pardon. Le Graal tennis? Ouais, qu'est-ce qui te reste Non, mais à accomplir à part taper avec Roger et gagner à 15-3, un truc qui vraiment qui t'anime au fond de toi, quoi. non, mais le Graal tennis, honnêtement, c'est je voudrais monter 15. Franchement, je voudrais être 15. Ça, c'est mon Graal tennis. Ok. Ne rigole pas, je te vois. Je rigole pas. Tu te moques. Ça évoque chez moi un sourire parce que ça me touche droit au cœur, Bob. Je rigole pas. Alors, il y a des mecs, ils me disent, ouais, les mecs de ton niveau, ils me disent, ouais, non, mais allez, tu serres à la cuillère, tu remets 3 balles dans le cours, les mecs, ils explosent. Non, mais... C'est ridicule de dire ça. Bon, en tout cas, un immense merci vraiment d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir. Merci d'avoir fait appel à moi. Est-ce que tu as senti de bonnes énergies ou pas? Si tu ne les as pas senties, tu n'es pas obligé de le dire. Non, tu sais, c'est comme Roger, c'est quand il joue avec Nadal. Quand il joue avec un top 100, il est à 20%, le mec. Mais quand il est avec Nadal, il est à 100%. Et voilà, donc c'était ça, c'était nous. C'est bon ça. Un grand merci Bob, et puis le meilleur. Vraiment, on souhaite que les clubs rouvrent et que tu puisses retourner t'exprimer pleinement, quoi. Ouais, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Déjà les restos, s'il vous plaît. Ouais. J'aimerais bien aller au resto. J'en ai marre de faire la bouffe. Et ensuite, en même temps, les cinémas, les théâtres, voilà, la culture, les clubs. Bon, je suis pas très pressé de me recoucher à 6h du matin, très honnêtement. Juste si j'avais une petite résidence à Paris dans un club de 300-400 personnes, moi, ça m'irait très très bien pour le moment. Ah oui. Et rouvrir les choses de notre quotidien.
c'est mon quotidien qui me manque. Mais non, mais attends, là, c'est fou, quoi. Tu deviens ouf chez toi, ça te rend dingue? Non, je deviens pas ouf parce que je suis créatif. Je fais Ouais. autre chose, tu vois. C'est la gestion du truc qui me rend fou. Mais après, c'est un autre débat, tu vois. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu as un truc en particulier avec une marque dans le tennis, un petit affect, un côté un peu proximité? Le cœur, si le cœur devait parler, ça serait avec quelle marque dans le tennis? Bah, ce serait avec Mathieu, Mathieu de Technifibre. Et Ouais. il m'a repéré, il m'a dit, toi, tu joues trop bien, il faut que tu sois dans le game avec nous. Non, mais voilà, on a eu un super feeling. Et à un moment où j'avais très mal au bras, Ouais. mon kiné ostéo de l'époque, Benoît Leroy, m'a dit, écoute, j'ai un pote qui bosse chez Technifibre, ils font des raquettes vraiment beaucoup plus souples, beaucoup plus qui absorbent beaucoup mieux les vibrations. Tu devrais aller le voir. Donc, Benoît m'a branché avec Mathieu. On a fait connaissance. Et maintenant, il fait les raquettes à mon nom, avec mon nom Bob Sinclair et tout, magnifique, customisé. Ouais, comme ça, quand j'arrive en tournoi, le mec, je lui montre direct la raquette. Le mec, il dit, bon, il me serre la main d'entrée parce qu'il dit, ouais, c'est pas possible. Le mec est au-dessus. Le mec est sponsorisé. Il est 30 ans, le mec. Et tu mets les fringues aussi? Non, les fringues, les vieilles fringues, tu veux dire? Non, je sais pas, tu joues en quoi du coup quand tu fais une Je partie? joue en noir, moi. J'aime bien jouer en noir ou fluo. Tu vois, noir, j'ai que du truc. Je suis très sobre. Okay. Arriver comme ça, mais je pourrais jouer un truc. Mais c'est vrai que les fringues c'est pas très agréable, tu sais. Ça a été fait il y a 30 ans. Ouais. Donc, non, je joue des trucs, un peu manche-court comme ça. Non, mais rien d'extraordinaire. Il y a une question que j'ai failli oublier de te poser, c'est à qui est-ce que tu passerais le relais, Bob, pour qu'on échange sur le podcast, que tu jugerais intéressant de parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir? Moi, j'ai quelques idées, mais toi, spontanément. Ouais, non, Martin Solveig, avec plaisir. Alors lui, je pense qu'il adorera parler tennis, c'est pas de problème. Trop cool. Quelqu'un que tu devrais appeler, c'est Sylvain Wiltord. Ah, mais oui! Énorme. Tu as joué un peu avec Sylvain? Non, jamais, mais très, très gros joueur de tennis. Ah, un bon croco. Un bon croco. Gros, mais là, le mec, il a des cuissots, je te dis pas, putain. Anelka aussi. Très sympa. Anelka joue pas mal. Ah, je savais pas. Il y a lui, il y a aussi Lord un mec qui a joué au PSG, là, qui est blond, qui est maintenant chroniqueur, blanc, un petit blanc. Roten. Très, très bon joueur. Oh, t'es là. Putain. Merci, Bob. Allez, avec plaisir. Allez, là. Alors, ça y est. Révélé au Ça y est. Bah ouais, bon, tu vois. Mais t'as vu T'as toujours eu les cheveux longs, Bob? Ouais, toujours. Je suis méticuleux quand même, t'as vu? Ouais, t'es là. Y a pas, je t'ai pris pour un journaliste de seconde zone. Je t'ai dit, j'ai dit, le mec, faut que je sois au top pour lui, tu vois. Ça me touche. Ça me va droit au cœur. Mais non, mais vraiment, c'est en ça. Je te dis parfois la différence, entre la médiocrité et l'excellence, c'est souvent une succession de petits détails. Tu vois. Et quand tu as la flemme, tu veux pas les faire, ces petits détails. Ça, c'est la passion qui t'anime, c'est pour ça. Ah, exactement. La passion, l'envie, la persévérance. Bob, j'avais le cœur qui palpitait avant cette interview. Merci. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Merci Bob pour ce délicieux moment. Si l'épisode t'a plu, envoie-lui un message sympa sur Insta pour le remercier du partage et de ce moment privilégié. Un grand merci à Matt Pogam pour la mise en relation. Pense à récupérer le conseil numéro 1 de Bob que tu as dû entendre si t'es arrivé jusque-là, mais si tu veux le garder à portée de main et le transférer à un pote, à tes enfants, tes collègues ou élèves, que sais-je. C'est le premier lien dans la description. Patiente 5 minutes et tu vas le recevoir automatiquement dans ta boîte mail. Et si tu es déjà inscrit à notre newsletter, je te l'enverrai directement. Viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire ou avec un avis sur Apple Podcast. Je me régale de te lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire. Ça me motive comme jamais. Passe aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify depuis que c'est possible. Et enfin au bouche à oreille, notre arme fatale pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur les plateformes. Comme ça, je suis tranquille, ils finiront par l'écouter un jour ou l'autre. Blague à part, c'est ce qui marche le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs. Et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée, pour avoir des invités qui te font kiffer et pour nous donner ce coup de pouce supplémentaire. Merci d'ailleurs à Christophe Michalak, le dernier commentaire sur Apple Podcast, qui nous dit « Bravo Max, c'est de la bombe ton podcast, un grand bravo, je me régale ». Écoute Christophe, c'est le deuxième commentaire que tu nous laisses, il me semble. Déjà, merci pour ça et je t'invite officiellement à venir nous parler de ta passion pour le tennis et des quelques anecdotes que tu dois avoir en bon fan de Roger qui se respecte.
Le top serait de se faire un j'irai jouer avec, toi du coup. Envoie-moi un message sur Insta et j'espère à très vite. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3 € par mois au plus si le cœur t'en dit. Je suis à temps plein sur ce projet de podcast qui me tient à cœur et c'est un moyen de pouvoir en vivre. Il y a les masterclass qui y contribuent, mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde. Et par avance, un immense merci. Vous êtes une trentaine de légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant. Et si tu ne l'as pas encore fait, mais que chaque semaine t'y penses, fonce, parce que ça fait une diff énorme pour continuer ce projet. T'as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode, ou alors en tapant Tennis Légende Podcast Tipeee, T-I-P et 3-E dans Google, et tu devrais trouver très facilement. Enfin, notre 9e masterclass est donc en ligne avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, déjà passé sur le podcast. C'est l'épisode numéro 37. Jean-Philippe a coaché 13 top 100 sur le circuit et publié le livre Penser comme un champion, nous donne toutes les clés pour établir des routines gagnantes en match, avant chaque point et pendant les échanges. C'est un nouveau cours d'1h20 en 10 parties ultra complètes pour gagner en relâchement, en précision et trouver le chemin de la victoire. Je me suis vraiment régalé à tourner et monter cette masterclass qui m'a considérablement apprise. Et je suis très heureux de te la proposer, elle est en lien dans la description de l'épisode. Tu as d'ailleurs une bande-annonce de 4 minutes 40 qui annonce la couleur, tu vas voir, c'est du lourd. Tu vas apprendre à dompter ta concentration pour accéder à l'état de pilotage automatique qu'est la zone. Tu vas comprendre pourquoi tu rates en match, comment te recentrer sur une routine gagnante quand tu perds pied, comment automatiser cette routine, comment te remobiliser et être 100% concentré au service ou au retour, comment accéder au relâchement. Tu vas comprendre précisément pourquoi tu trembles à certains moments sur un cours de tennis. Et enfin, comment transmettre la préparation mentale à tes élèves si t'es coach ou si t'es parent de joueur. Cette partie est du pain béni, j'aurais adoré que mon père y ait accès. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la 9e et les 8 précédentes sont listées en bas de la page qui est en lien donc dans la description de l'épisode. Tu peux les commander directement ou alors tu as juste à m'envoyer un mail à max@tennislegende.fr. Et si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max_Zamora, Z-A-M-O-R-A_TL. Underscore, c'est le tiré du bas, tu l'auras compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende. Et je pèse mes mots. Merci pour les bonnes ondes, prends soin de toi et à très vite. Ciao.